Royal FM. Royal FM. Le meilleur de la radio. Le meilleur de la radio. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Pour cette nouvelle édition du Point littéraire, nous allons à la rencontre d'une discipline, d'un domaine important. Les érudits s'accordent d'ailleurs à dire qu'il est indispensable et même capital, et davantage pour les pays en développement. Il s'agit des normes, l'opuscule qui fera l'objet de décryptage avec l'auteur en plateau, a pour titre « Normalisation et qualité, clé de succès de l'entreprise et de la croissance économique ». Un texte publié en mai dernier sous la coupole des éditions Aphrodite Cameroun. Question. Quelle est l'opportunité d'une telle écriture, surtout ses enjeux? En quoi et comment la norme peut contribuer au développement économique des pays comme le Cameroun, en marche vers l'émergence, doté aujourd'hui d'un document de projection et de planification économique, la SND 30, qui fait la norme sur le plan national, régional et international. Et comment s'applique-t-elle à l'ère de la globalisation et de la mondialisation? Que des questions qui trouveront assurément réponse au bout de la cinquantaine de minutes d'entretien sur le Point littéraire. Bienvenue, bonsoir, mesdames et messieurs. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture.
Nous avons relevé cela il y a un moment. Normalisation et qualité, clé de succès de l'entreprise et de la croissance économique. C'est le titre de l'ouvrage de ce soir. L'auteur, Martin Yankwa. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur statisticien économique et de l'École nationale supérieure de statistique de l'économie appliquée à Abidjan, juste après avoir brillamment bravé son stage à l'Institut national de statistique et d'études économiques de Paris en 1993. Passionné de statistique et d'économie, ce brillant ingénieur occupera notamment au ministère du Développement industriel et commercial les fonctions de chef de service d'analyse et du contrôle de la balance commerciale, délégué provincial pour l'Extrême Nord, chef des cellules de la normalisation et de la qualité, chef des cellules du suivi de la production industrielle. Ses performances vont le hisser aux fonctions de directeur de l'industrie, conseiller technique et d'inspecteur général du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Il a effectué de nombreux stages de formation, des missions d'études au niveau technique de la normalisation, certification y compris, biologie, marquage et accréditation en France et en Suisse, ainsi qu'en Tunisie et au Canada. Il a par ailleurs participé aux diverses missions d'audit, de certification au Cameroun, dans le collège d'experts de l'AFIC, ainsi que de la certification des produits dans plusieurs industries camerounaises. Nous accueillons l'invité dans un moment très court. Le point littéraire, l'entretien. Place à l'entretien, effectivement, comme annoncé. L'auteur est avec nous, Martin Yankwa. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir, Monsieur Foucault. C'est un plaisir de vous accueillir. Votre CV est long comme un bras. Il m'a fallu diviser un tout petit peu pour ne pas tout dire. Tout le plaisir le mien. Ça fait pratiquement 20 ans que vous travaillez dans ce domaine-là. C'est peut-être ce qui peut justifier aujourd'hui la rédaction d'un ouvrage de près de 300 pages. Tout à fait. Vos motivations. Alors, quand vous passez quand même 20 ans dans un métier qui est au centre de l'économie, vous vous dites comment le garder. À un moment, faute de l'appliquer directement, il faut au moins vider l'esprit afin que nul n'en ignore. C'est ce qui m'a vraiment motivé à vider l'esprit pour dire ce que je connaissais en matière de normalisation et de qualité. Vous avez dit que c'est un domaine qui est au centre. Il connecte les mondes. D'après certaines citations que vous avez eu à utiliser dans le livre, on ne peut aller nulle part décidément sans la norme. Bien entendu, c'est la seule chose sur laquelle on peut s'entendre facilement. Vous savez, quand vous circulez sur une route, au feu rouge, tout le monde s'arrête. Au feu jaune, on joue au prudent. Au feu vert, tout le monde avance. C'est une norme adoptée par les autres. Et justement, en 1947, quelques États américains, européens, une dizaine se sont réunis pour dire nous devons changer les produits. N'est-ce pas? Nous voyageons. Vous partez de la Chine à New York, de Paris à Washington, avec votre poste radio. Il est important que le câble de connexion, quand je voyage, puisse être utilisé dans l'autre pays. Si on ne normalise pas, si on ne s'entend pas, le monde sera trop difficile. Donc, la norme gouverne le monde. D'abord, la nature est gouvernée par les normes. Vous avez peut-être entendu parler de la série de Fibonacci, et qui a donné naissance à ce nombre qu'on appelait la signature de Dieu. N'est-ce pas? Les normes gouvernent le commerce. Les normes gouvernent l'industrie. Il n'y a nulle part où la norme ne passe et repasse. Alors, le livre propose un domaine qui est discret. On n'en parle pas suffisamment. Et vous nous avez fait remarquer que la plupart des pays en développement ont le moins de normes comparativement aux pays qui sont aujourd'hui mieux nantis, mieux lotis sur le plan industriel.
Effectivement, j'ai établi une corrélation dans ce livre qui démontrait que les pays les plus développés sont les pays qui ont adopté beaucoup de normes et se sont engagés à la certification ISO 9001 de management de la qualité. Les pays les moins développés, effectivement, sont ceux qui sont le moins engagés dans la mise en œuvre des normes, y compris le management de la qualité. C'est tout à fait clair que la norme est au centre de l'économie. Puisque nous avons tous les publics qui nous écoutent en ce moment, en des mots simples, la norme, il s'agit de quoi? En des mots simples, pour l'auditeur ordinaire qui veut en savoir un peu plus. La question pratique, intéressante et simple. Quand on dit norme, le technicien voit un document. C'est la norme de la farine de froment. Mais pour comprendre, ce document regroupe un certain nombre de caractéristiques adoptées d'accord parties, notamment par les industriels qui produisent de la farine et qui donnent les meilleures caractéristiques d'une bonne farine. En fait, la constitution de la farine, en termes chimiques, en termes physiques, voire en termes microbiologiques et même de marquage. Donc, ce sont les éléments, globalement, constituant un produit et les meilleurs que l'on appelle la norme de ce produit-là. Alors, qui fait la norme? Cela dépend peut-être du domaine où on se trouve. Généralement, la norme émane du milieu professionnel. La norme est faite pour le commerce. Elle n'est pas faite pour garder à la maison. Donc, c'est d'abord ceux qui produisent là, qui s'entendent pour dire notre farine doit avoir telle norme pour être la meilleure farine qui doit être utilisée partout et par tous. Vous comprenez? C'est là les mêmes caractéristiques et quand on fait le pain à gauche ou à droite, on a le même pain. Donc, dans un premier temps, c'est d'abord les professionnels qui proposent un projet de norme. Maintenant, quand cette norme est bonne, la norme est récupérée par l'État dans son organisme de normalisation qui maintenant essaie de la structurer pour la mettre à la dimension des normes mondiales. Et pour donc maintenant l'adopter comme norme nationale. Et quand ce produit-là peut faire l'objet de beaucoup d'échanges dans le monde, l'État propose cette norme au niveau soit de la région, on a chez nous l'Organisation régionale africaine de la normalisation, l'ORAN, mais ou bien au niveau de l'ISO, pour qu'elle devienne une norme internationale. Vous comprenez donc que la norme ici est partie d'une entreprise. Mais en général, ce n'est pas toujours le cas. Les pays développés ont tellement travaillé que les pays en développement, sortis il y a 50 ans à peine de l'indépendance, ont déjà sur le terrain au moins 50 000 normes. Il ne s'agit plus d'inventer la roue, puisqu'il s'agit de vendre avec ces normes. On prend donc les normes internationales qu'on adapte au contexte local. Vous comprenez donc qu'il y a soit élaborer la norme, soit adopter une norme internationale telle qu'elle, soit l'adapter au contexte local. Voilà comment se produisent les normes. Les normes, apparemment, on les retrouve un peu partout, dans tous les domaines. Que ce soit le domaine alimentaire, que ce soit même le domaine vestimentaire, technologique, technique. Pour le cas du Cameroun, c'est un pays qui est à la quête de son émergence, qui est à la quête de son développement et de sa croissance économique. Comment est-ce que la norme peut être implémentée dans notre pays pour pouvoir avoir, peut-être au niveau d'abord des industries, des petites et moyennes entreprises que vous avez d'ailleurs définies ici dans votre livre, comme étant pour la plupart dans l'informel. Comment est-ce qu'on peut organiser tout cela? Est-ce qu'il est possible de le faire et de rattraper le retard accumulé par rapport aux entreprises et aux industries qui sont ailleurs mieux normées, si je peux le dire ainsi? Ce n'est pas seulement possible, c'est impératif. Vous avez vu, le ministre a dit, vous vous engagez dans la normalisation, je dis bien le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, ou vous allez périr. La norme n'est pas un choix, c'est un impératif. C'est comme de l'air à respirer. Dans un pays comme le nôtre, un pays notamment agricole, nous devons, au niveau par exemple des coopératives, qui ces temps-ci font des jus de fruits, des jus de gingembre, des jus poudre d'artémisia,
du miel, du piment. Vous devez faire ces produits en respectant les normes de ces produits-là. Si les normes n'existent pas, comme le ndolé par exemple, il n'est pas évident. On doit élaborer les normes. Il y a des capacités pour le faire. Et d'ailleurs, la norme fait des efforts en termes de normalisation. Donc, on élabore la norme. Quel que soit le produit fait au Cameroun, et je sais que les PME sont nombreuses, et notamment les coopératives dans nos villages, mais beaucoup de nos produits ne sont pas normalisés. Et quand ils ne sont pas normalisés, ils ne peuvent pas bien se vendre, ni sur le marché intérieur, où ils seront battus par les produits importés, ni à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, il faut de la normalisation. Donc, ces produits-là, quand nous faisons des jus d'orange, il y en a un peu partout en ce moment, notamment les jus d'ananas, nous devons pouvoir les soumettre pour qu'ils soient mis en conformité à la norme avant de les vendre. Là, c'est la norme des produits. Il faut également dire que les entreprises mettent en place ce qu'on appelle les normes de système. La norme ISO 9001 de management de la qualité, la norme ISO 45001 de management de la sécurité et de la santé au travail. Il est démontré que quand vous mettez en place ces normes-là, vous pouvez accroître vos bénéfices de 5 à 10% sans investissement vraiment substantiel. Et des grandes entreprises dans le monde, comme Samsung, s'en sont tirées grâce à la qualité totale et à l'ingénierie. Voilà un aspect de la norme où, à l'intérieur, on peut mieux vendre parce qu'on est la norme. Et si vous n'êtes pas dans la norme, vous allez fermer. Parce que les produits de la norme normés vont sûrement vous prendre sur le terrain. Et remarquez le supermarché. Vous avez très souvent, au-dessus des rayons, de très bons produits. Mais les produits qui se vendent mal, on les met en dessous. Les produits, généralement, on va dire made in Cameroun. Beaucoup de produits, effectivement, sont sous les rayons, dans tous les supermarchés. Donc, il est important qu'on se lance dans la normalisation. Également, si vous voulez exporter, parce que notre pays a c'est un peu plus de 20 millions d'habitants, mais notre capacité de consommation est assez faible. Quand vous voulez faire une grande industrie pour exporter, vous devez vous conformer aux normes des pays de destination. Sinon, vous n'exportez pas. Donc, la norme est vraiment impérative. Et lorsqu'on a parlé des systèmes au niveau du management dans les entreprises, on a bien vu, selon votre ouvrage, qui a été présenté à la presse assez récemment, que même l'environnement de travail compte. La disposition des bureaux, les objets les plus importants, la régularité de l'utilisation, tout cela. Donc, ce n'est pas seulement une affaire des autres. Même les petites entreprises peuvent s'arrimer aux normes. Mais écoutez, si vous voulez, dans les prochains jours, si vous êtes assez courageux, nous devons faire la normalisation de Royal FM. Les choses vont changer. Quand on parle de la normalisation d'une entreprise, ne prenons que le cas de 9001, parce que le cas d'ISO 45000 est encore davantage complexe, mais toutes les incendies dans nos marchés, toutes les maisons qui s'écroulent, c'est en raison du manque de la mise en place des normes de sécurité. D'accord? Maintenant, revenons à votre entreprise. Quand on parle de la normalisation, vous devez maîtriser la planification stratégique de l'entreprise. Vous devez maîtriser les bonnes pratiques de l'entreprise en journalisme. On doit maîtriser les ressources humaines au sein de l'entreprise. On doit maîtriser les mesures et les contrôles de ce qui a été prévu, de ce qui est fait. Il faut vérifier que ce qu'on a programmé relève des meilleures pratiques, n'est-ce pas, des bons studios, des meilleurs studios à l'international. Réaliser ce que vous avez prévu et contrôler de façon indépendante que vous avez effectué ce qui avait été effectivement planifié, avec les outils, avec les mesures. La norme 9001, c'est un standard international. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'entreprises sont certifiées ISO 9001. Au Cameroun, je n'en compte pas beaucoup, mais ça peut s'appliquer partout, dans le secteur agricole, dans le secteur industriel, y compris des services comme les vôtres. Alors, la réticence, si je peux parler de réticence, généralement, c'est dû à quoi? Les entreprises pensent que cela peut coûter trop cher, que ce n'est pas accessible à tout le monde. Je voudrais commencer par ma conclusion. Quand vous regardez les notes de lecture de l'ouvrage, vous avez remarqué cette très belle note de lecture de Célestin Tawamba, le président de JICAM. Tout à fait. Il dit ceci
et je le lis, la norme est un investissement et non une charge pour l'entreprise. Oui. Et d'ailleurs, il conseille aux entreprises de s'approprier ce livre qui est original et pratique. Oui. Mais il ajoute, la norme doit être évolutive. Alors, nous sommes butés devant la question de la culture. Nos entreprises ne sont pas normalisées parce que simplement, nous n'avons pas la culture de la normalisation. On sait acheter, vendre, on sait produire comme l'autre parce qu'il a produit, mais derrière cela, il y a des techniques, des bonnes pratiques, des normes qu'on n'adopte pas. Donc, quand une maman a une petite machine, elle se rend compte qu'à côté, les gens achètent de la pâte d'arachide écrasée, elle essaye d'écraser sur sa machine et elle essaie de vendre. Mais c'est quand ça ne marche pas qu'elle se pose des questions. Donc, il y a d'abord une question de culture de normalisation qu'il manque. Moi, j'étais en Suisse, vous avez un restaurant de 4, 5, 6 personnes qui est soumise à la norme, ils ont un de management, 5, 6 personnes. Ici, nos restaurants, on dit 15 personnes, 20 personnes, on n'y pense même pas. D'aucuns penseraient aussi que cela coûte cher. Non, ça ne coûte rien du tout par rapport à ce que cela rapporte. Je veux dire, dans la normalisation, vous mettez 1 franc, vous en récupérez 50. Donc d'abord, la question culturelle, la question d'ignorance, et puis, n'est-ce pas, certaines hypothèses des gens qui pensent que se mettre aux normes, ça coûte cher. Ça ne coûte pas du tout cher. Et vous dire que c'est peut-être un début de démarche à travers cet ouvrage qui s'intrigue dans un registre où la bibliographie n'est pas véritablement fournie. Du moins, elle est rare. Elle est rare en ce qui concerne le Cameroun. Est-ce qu'il s'agit d'une démarche d'abord de promotion et même de sensibilisation sur la dimension primordiale de la norme dans la volonté de professionnaliser davantage les entreprises? Oui, quand vous le dites si bien, en matière de normalisation, d'ailleurs que le recteur Nanfutsu de l'Université de Chambly, le préfacier, a d'ailleurs rappelé que ce livre est également très original parce que c'est un grand lecteur, mais il n'a pas trouvé de livre qui a une approche aussi holistique de la normalisation. Donc, dans nos bibliothèques, il est très rare d'avoir des livres sur la normalisation. Et je crois que celui-ci risque d'être le premier au Cameroun, un livre sur la normalisation. Mais la réalité, de la page 327 à 330 de ce livre-là, j'ai mis un certain nombre de livres dans le monde que j'ai parcouru sur la normalisation. Mais j'ai contextualisé. Donc, il y a de la littérature, mais à l'international. Et encore. Et encore, à l'international, vous verrez des livres sur le management de la qualité. Vous verrez des livres sur le laboratoire, sur ISO 45000, le management de la sécurité. Vous verrez un peu sur la certification, sur l'élaboration des normes. Vous allez voir sur la métrologie. Mais vous n'allez jamais voir un livre qui a une approche holistique. Ici, nous sommes partis de l'origine des normes aux objectifs. Comment s'élaborent les normes dans le système international? On a essayé de présenter la question de la métrologie, qui est fondamentale. La question de la mesure. De la mesure. Parce que la norme, cela veut dire vous ne vous écartez pas du bon. La norme, c'est ce qui est bon. Il faut mesurer ce que vous faites pour voir si vous êtes dans la norme. Nous avons traité des laboratoires. Parce qu'en matière de denrées alimentaires, la question des normes passe par les laboratoires. Est-ce qu'au Cameroun, il y a suffisamment de laboratoires en même d'examiner et d'évaluer un certain nombre de produits? Non, je crois que déjà, on n'a pas trop de produits. Dans le pot de laboratoires que nous avons, on peut commencer avec ces laboratoires-là, quitte à améliorer. Donc, vous savez également, dans ce livre, comment élabore-t-on une norme? Tout est expliqué. Oui, effectivement, étape après étape. Étape après étape. La méthode standard qui est appliquée, la méthode ISO, et on a pris 3 cas. Le cas de la Nord au Cameroun, pour les pays africains, le cas de la Nord en France, le cas du Bureau des normes de Québec au Canada, pour, n'est-ce pas, les pays américains. Ils ont également montré comment est-ce qu'on applique la norme dans l'entreprise ici. Également, on a fait un zoom là-dessus. Et enfin, dans les entreprises africaines en général, et camerounaises en particulier, qu'est-ce qui bloque
la question de la culture, on en a parlé, et comment faire face à cette problématique, et comment implante-t-on les normes dans une entreprise. Ceci a été l'objet de tout un grand chapitre. Tout à fait. Et quelles normes doit-on implanter dans une entreprise? Il y a les cas les plus simples, normes d'un produit, et il y a les cas un peu plus complexes. Exemple, le CS, c'est une norme, n'est-ce pas, qui permet d'être très compétitif, c'est une norme japonaise, et le Kaizen. Et plus tard, vous avez les normes ISO 9001 de management de la qualité, et de l'organisation de votre entreprise, les normes de management de la sécurité, ISO 45001, de l'information, la sécurité de l'information, ISO 27001, et bien des normes qui ont été rappelées dans cet ouvrage. Qui ont été suffisamment rappelées. Et dans quelques minutes, nous allons revenir sur quelques cas pratiques pour aider les uns et les autres à avoir le cœur fixé. Et revenir sur un aspect que vous soulevez dans votre livre, la nécessité d'enseigner la norme désormais aussi bien à l'université que même dans le secondaire, pour que dès la base, on puisse avoir des instruments qui vont permettre plus tard aux futurs entrepreneurs, aux futurs étudiants désormais qui vont s'impliquer dans le monde de l'économie, de pouvoir avoir ces éléments-là importants. Alors, on fait un break et puis on revient. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Eh bien, Peau noire, masque blanc, c'est l'ouvrage écrit par Franck Fanon, paru en 1952 aux éditions du Séville. L'auteur traite de plusieurs thématiques dans ce livre, notamment du colonialisme. Bonsoir, Annie Lisette Ambassa. Bonsoir, Jean-Jacques Foucault. Bonsoir à vos nombreux auditeurs. L'ouvrage s'ouvre sur une citation d'Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Fin de citation. Il s'agit de faire une analyse d'un point de vue psychologique de ce que le colonialisme a laissé en héritage à l'humanité, et ceci en parlant du rapport entre le noir et le blanc. C'est tout un jeu de définitions qui se font par différenciation, et pour cela, le premier chapitre pose des bases de linguistique. Fanon opère des va-et-vient entre d'une part les expériences qu'il a recueillies durant sa propre existence d'étudiant et de médecin, ainsi que dans les témoignages littéraires contemporains, et d'autre part les analyses de philosophes. Sa thèse est que la colonisation a créé une névrose collective dont il faut se débarrasser. Il en décrit toutes les stratifications pour permettre une prise de conscience de la part des Antillais et secondairement des Noirs d'Afrique et des Français blancs. Cette courte œuvre aura peu de retentissement en France, mais demeure importante dans la littérature anticolonialiste. Elle est plus marquante pour la véracité du cri d'aliéné, notamment dans le 6e chapitre et dans la conclusion semblable à la poésie de Léon Gontran Damas, que pour ses analyses linguistiques et psychiatriques qui seront développées avec plus d'ampleur et de méthode dans le discours antillais d'Édouard Glissant, qui s'inspire de cette œuvre. Preuve de l'influence indéniable de Frantz Fanon sur les courants de théorie et critique postcoloniale mondiale. L'édition de 1986 de la traduction anglophone de Peau noire, masque blanc comporte une préface par Homi Bhabha intitulée Remembering Fanon ou Se souvenir de Fanon. Le sentiment de supériorité des Blancs sur les Noirs et son revers, celui d'infériorité du noir, est toujours un fait dans les sociétés occidentales, en particulier dans les Antilles. Ce que nous voulons, c'est aider le noir à se libérer de l'arsenal complexuel qui a garni au sein de la situation coloniale. Le noir martiniquais, qui fait un séjour en France, subit un changement génétique. Il adopte la langue française et rejette le créole contre l'idée d'un retournement des colonisés contre la langue française
évoqué par Sartre dans Anthropologie de la poésie nègre et malgache. Parler français, c'est devenir blanc. Le blanc, à l'inverse, utilise le petit nègre quand il voit un noir, même cultivé. Allez, merci à Annie-Lisette Ambassa pour le classique littéraire de ce soir. Et on revient directement avec l'invité du point littéraire, Martin Yankoua, qui nous parle bien évidemment de son ouvrage. Un texte qui parle de la normalisation, la question de qualité aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu, vous avez dit il y a un moment, que vous êtes également inspiré aussi bien des expériences de l'extérieur que du Cameroun. Est-ce qu'il y a eu un auteur en particulier qui a travaillé sur le domaine et cela vous a amené, vous également, à travailler sur le même? Bon, au-delà, n'est-ce pas, il faut dire que j'ai beaucoup usé de l'expérience que j'ai vue dans la pratique des normes dans beaucoup d'institutions. Ben, s'il faut parler des auteurs qui m'ont vraiment impacté, j'ai beaucoup lu Pierre Sauvé, oui, n'est-ce pas? Pierre Sauvé, notamment, il parle de la statistique comme outil de la qualité. J'ai lu Jean-Marie Gauck, qui a beaucoup développé le management de la qualité. Oui. En fait, il s'agit de la norme ISO 9001. Claude Aubin, oui, qui a écrit sur les guides d'implantation, n'est-ce pas, des laboratoires de contrôle de qualité. Donc, j'ai ainsi parcouru pas mal de livres, mais il faut dire que beaucoup de ce qui a été écrit vient des expériences que nous avons vécues dans nos multiples voyages, n'est-ce pas, dans nos travaux sur le terrain, c'est-à-dire comment, en aidant à la certification des produits pour les coopératives, pour des individus, quelqu'un qui a son entreprise, n'est-ce pas, il produit, en aidant les entreprises à se mettre en démarche, en certifiant les entreprises. Nous avons passé par la certification de moins de 200 entreprises. C'est tout cette là où nous avons puisé vraiment l'essentiel des expériences en normalisation. Oui. Alors, sur la normalisation, il y a aujourd'hui la SND 30 qui est présentée. En quoi est-ce que la normalisation et comment la normalisation peut aider à atteindre les objectifs visés? Voilà. Alors, vous rentrez donc là dans une question non complexe, mais actuelle. Oui. Vous savez, après la stratégie pour la réduction de la pauvreté, nous sommes lancés dans la DSCE, avec beaucoup d'espoir. Mais quand nous sommes arrivés en 2019, on s'est rendu compte qu'il y a eu des résultats bons, n'est-ce pas? L'économie a connu assez de résilience, oui, mais on pouvait faire mieux. Aussi, en élaborant la stratégie nationale de développement 2020-2030, oui, le paradigme a été totalement changé. Autant avant, on avait 8 grands secteurs qu'on essaie d'équilibrer. Maintenant, on a dit, on va bâtir une stratégie économique fondée sur 4 gros piliers. Oui. Dont la première, c'est la transformation structurelle de l'économie, portée par quoi? Par la transformation manufacturière. Oui. Donc, il faut mettre l'industrie au centre du développement, transformer nos produits. Et c'est pourquoi, pour le faire, on s'est appuyé sur le plan directeur d'industrialisation. Oui. Mais quand vous dites maintenant, nous devons transformer nos produits, oui,
Mais quand on transforme, c'est pour consommer. C'est pour vendre. Vendre sur le marché local, vendre sur le marché international. Donc, ce produit doit être compétitif. Oui. Et pour être compétitif, vous devez, au-delà, n'est-ce pas, des prix formés avec les coûts de facteurs, que sont les installations, le transport, etc., vous devez avoir un produit de qualité. C'est pourquoi, sur le plan industriel, la norme est au centre de ce changement de paradigme. Oui. Non seulement parce qu'elle vous permet de bien faire et d'exporter vos produits, mais également, c'est très important, de pouvoir vendre sur le marché local et faire face à la concurrence des produits importés. Je n'aurais pas terminé si je ne vous disais pas que la norme est un puissant outil de protection de l'économie, de protection de l'industrie. Tenez un exemple. Le livre est plein d'exemples. En 1999, nous avions au Cameroun 6 usines de production de la farine de froment, n'est-ce pas, qui nous sert à faire du pain. Les usines allaient toutes fermer pour la simple raison qu'elles produisaient des farines 12,5% de protéines, mais on importait des farines à 9% de protéines. Des farines hors normes destinées aux animaux. Mais dès qu'on s'est rendu compte de la supercherie, on a regardé les normes internationales, on s'est rendu compte que les normes du Codex nous faisaient comprendre que les farines pour la consommation humaine devaient avoir 12,5% de protéines. Cette norme a été élaborée, les 10 caractéristiques d'une farine de qualité ont été adoptées, la norme a été rendue obligatoire. Du coup, toutes ces farines hors normes ne pouvaient plus entrer au Cameroun. Et désormais, il fallait avoir une farine dans la norme pour exporter ici. La conséquence, c'est que les usines du Cameroun sont mises à importer le blé et faire toutes les farines au Cameroun. Sur place. Et les 6 usines qui allaient fermer, des 6 usines qui allaient fermer, nous sommes aujourd'hui à 14 usines qui exportent. Pour la simple raison qu'on a adopté la norme, on a implémenté, on l'a appliqué dans nos entreprises et aujourd'hui, elles exportent. Vous voyez? Du coup, la norme a permis de protéger notre économie, donc les entreprises camerounaises, face aux mauvais produits importés. Cela est également valable pour les accords de partenariat économique. Évidemment. Avec notamment tout un programme d'appui pour amener les entreprises camerounaises à être quand même, du moins à un niveau acceptable sur le plan de la compétitivité des produits. Nous comprenons tous, hein? Oui. Aucun pays n'appuie l'autre à se développer. Oui, c'est vrai. Il est clair que l'OMC a été fait pour libérer l'économie mondiale. Et quand on libère l'économie mondiale, c'est que les anciennes industries seront toujours plus compétitives que les industries nouvelles. Effectivement. Donc les accords de partenariat économique sont venus simplement dire on va essayer de voir comment gérer l'impact de la libéralisation. On va essayer de voir comment aider les pays à se développer de manière à pouvoir exporter, n'est-ce pas, dans ces pays-là. Oui. Hors taxe, d'accord, et essayer d'avoir certaines équivalences. Mais il est important de noter qu'aucun pays n'aidera l'autre à se développer. Les stratégies sont des stratégies non gagnant-gagnant, mais c'est gagnant-perdant. Oui. Donc, au cœur de la coopération, c'est les intérêts qui gouvernent les relations mondiales. Donc, les accords de partenariat sont arrivés, mais vous savez, quand on regarde l'industrialisation, nous ne sommes pas mieux lotis qu'avant. Oui. Il faut dire que la norme peut être également utilisée aussi bien dans les entreprises privées, chez les personnes, que dans les pouvoirs publics. Alors, comment est-ce qu'on peut déployer ces instruments-là? Alors, au niveau des pouvoirs publics, j'en ai parlé. Oui. Comment la norme, à la fin, devient un point central, un centre nerveux de notre stratégie. Oui. Parmi d'autres, hein, mais nous maîtrisons plus facilement la normalisation utilisée par beaucoup de pays pour se protéger sans crier gare. Alors, on a dit comment ça peut se passer au niveau des pouvoirs publics déjà et comment ça peut s'utiliser et aller très très vite en termes de croissance. Maintenant, au niveau privé des entreprises, je reviens pour simplement dire qu'au-delà des normes de management de la qualité, qui, lorsqu'implantés, permettent d'augmenter les bénéfices de 5 à 10%, on a les produits qui sont élaborés partout. Dès que vous rentrez dans les normes, vous êtes sûr d'avoir
un produit compétitif. Oui. Un produit qui pourra se mettre au niveau des rayons, n'est-ce pas, dans la partie supérieure. Donc, les gens pensent que cela coûte cher. Non, pas du tout. Vous avez votre produit, le livre vous ouvre déjà, vous donne des informations, comment vous mettre en conformité à la norme. Vous avez la moindre difficulté, vous contactez, nous sommes disponibles, des experts qui vont vous aider à mettre votre produit en conformité aux normes de qualité. Oui. Et nous avons beaucoup de projets dans ce pays où on fait des productions, mais qui ne sont pas toujours aux normes. Et voilà la dimension entreprise, dimension produit et dimension publique. Il faut dire qu'il y a assez récemment, je ne vais pas trouver la référence immédiatement, elle m'échappe, un classement qui faisait état de ce que le Cameroun, du moins en termes des universités, ne soit pas en bonne position. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans nos universités camerounaises, on ait du mal à s'imposer sur le plan international? Est-ce un manque de normes? Si oui, lesquelles? Et comment est-ce qu'on peut réajuster le tir? Ah oui, ça, c'est encore une autre question. Pas compliquée, mais en fait, réelle. Rappelez-vous que chaque fois, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, insiste sur la notion de l'assurance qualité dans l'enseignement. Oui. Il en parle énormément. Vous allez me dire, il en parle, mais après. Regardez au niveau du paysage éducatif camerounais. Les universités, notamment les IPES, se créent à un rythme exponentiel. Oui. Mais quand on fait un classement mondial, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas visibles. Même pas parmi les 20 premiers. Ah non, allez y voir parmi les 1000 premiers, n'allez pas chercher parmi les 20 premières. Vous êtes trop modeste là. Alors, je crois qu'il y a un problème, comme l'a dit le ministre, d'assurance qualité dans l'enseignement. C'est-à-dire un problème réel qu'il faut adresser. Cela veut dire que l'enseignement est un produit. Oui. Appelez ça un service si vous voulez, mais qui doit répondre au canon de la qualité. D'accord? Il y a des normes d'assurance qualité. Cela veut dire il y a des pratiques fondamentales qu'il faut mettre en place pour que l'enseignement soit de qualité. Oui. Qu'on ait des compétences et que dans les palmarès, on soit mieux classé. Ces bons outils-là de l'enseignement, il faut qu'au niveau national, c'est connu, que les IPS ou les universités puissent les appréhender, les implémenter, les planifier en termes de planification stratégique, en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, financières, en termes de mesures, en termes d'audit, en termes d'amélioration. Les critères de la performance en enseignement sont connus. Oui. Il faut les prendre, les planifier. Quand vous les avez planifiés avec tous les éléments d'accompagnement et de mesures, la deuxième étape, maintenant, c'est de les implémenter. Ce que vous avez planifié, vous les mettez en œuvre. Oui. La troisième étape, vous devez contrôler, mesurer, évaluer et vérifier que ce qui a été effectivement implémenté, c'est ce qui avait été planifié. Oui. Ou réciproquement, ce qui a été planifié est ce qui a été effectivement implémenté. Alors, par ce triangle-là, à faire des rapprochements, vous finissez par réduire l'écart type, c'est-à-dire l'écart par rapport à la norme, et à être finalement, je ne parle plus d'un pays, une université, une institution qui s'est rapprochée des standards internationaux. Automatiquement, vous êtes performant à travers l'assurance qualité dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une université au Cameroun qui soit pareille à une université aux États-Unis ou au Québec, au Canada, du moins d'abord au niveau des procédures d'enseignement, le type d'enseignant qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut évaluer régulièrement aussi bien les performances des enseignants, l'implémentation de leur programme et même peut-être la qualité des infrastructures. Effectivement. Oui. Les enseignants, les cursus, n'est-ce pas, dans l'enseignement, les ressources donc humaines, matérielles, les procédés, n'est-ce pas, les types de mesures effectuées, parce que chaque fois il faut auditer pour savoir si on s'écarte
de la norme, ou bien si on est en train de se rapprocher de la norme. Tout ceci participe, n'est-ce pas, de l'assurance qualité dans l'enseignement. Oui. Aujourd'hui, normalisation et qualité. Le livre que vous proposez, clé de succès de l'entreprise et de la croissance économique. Les cibles, est-ce les étudiants, les hommes politiques, et qui sont interpellés au premier chef? Alors, si vous lisez mon avant-propos, c'est tout le monde. Tout le monde est intéressé par la normalisation. Imaginez si à un moment vous vous dites, je veux vraiment regarder ce que M. Yanko a écrit, vous allez voir, j'ai développé la norme CS. M. Foucault, je parie avec vous. Oui. Vous lisez bien ce que j'ai écrit dans la norme CS, vous vous rapprochez, on discute un peu. Dans un mois, vous mesurez ce que vous avez fait au mois de septembre et vous appliquez cette norme CS, vous ferez 3 fois. Comprenez? Oui. Vous aurez une productivité 3 fois supérieure à ce qui a été fait en septembre. La norme vous donne des outils d'un bon travail. CS, c'est 5 termes japonais. Série, Seton, Seketu, Shituke. 5 termes japonais déclinés ici, bien entendu, en français. Vous appliquez la méthode, votre productivité automatiquement et vos performances augmentent. Vous voyez donc que déjà, même le cultivateur qui travaille. Sur le plan individuel, ça compte. Individuel, ça compte. Un élève, un fonctionnaire, un infirmier, un ministre. Je me rappelle d'un de mes anciens ministres avec qui on faisait le jeu des CS. Il était très heureux de ce que cela lui apportait. Alors, c'est donc sur un plan individuel. Maintenant, il faut dire quand vous êtes producteur de biens, j'ai rappelé pourquoi et comment, en respectant les normes d'un produit, le produit devient bon, compétitif et facilement vendable. Mais il n'y a pas que le produit. Ce produit qui est fait par une coopérative, par un individu ou par une entreprise. Mais une entreprise, quand elle adopte une norme, par exemple, de management, c'est une manière de structurer, de réorganiser l'entreprise. 9 000 heures, 45 000 heures, elle devient automatiquement plus performante. Une banque, vous appliquez 9 000 heures, la méthode de management de l'entreprise change totalement. Vous vous adaptez aux pratiques internationales qui ont fait la force des grandes entreprises. Donc, vous voyez donc au niveau individuel, au niveau des entreprises, la norme est fondamentale. Bon, ça, c'est les entreprises, notamment, on appelle tout cela le secteur privé. D'accord? Mais je vous rappelle également qu'au niveau des pouvoirs publics, on a parlé de la SND 30, c'est pas la vision 2035. Comment le changement de paradigme amène la normalisation au centre des préoccupations en matière de transformation manufacturière et de la production. Et vous avez enfin, on a parlé également de l'enseignement, où la norme joue un rôle fondamental. Donc, ne serait que ces 3 secteurs-là, vous vous rendez compte que personne n'est épargné et ne saurait être en marge de la normalisation. Il faut dire que c'est un peu comme un couronnement, avoir une maison. Pour un Camerounais ordinaire ou bien pour un homme simplement. Il faut avoir sa maison, mais il se trouve qu'il y a un phénomène, les immeubles s'écroulent au bout de quelques années, au bout de quelques mois même parfois, et même en pleine construction. Alors, au niveau du respect de la norme de certains produits, ce n'est pas connu. Du moins, on achète un matériel qui ne respecte pas la norme. L'utilisateur lambda, qui n'est pas forcément mieux outillé pour savoir qu'ici, il s'agit d'un fer à béton de temps ou de comment fait-il et vers qui il doit se tourner lorsqu'il engage une entreprise de construction de maison, lorsqu'il veut construire sa maison, lorsqu'il veut construire son immeuble. C'est un cas vraiment pratique, peut-être sur lequel on va sortir. Bien. Quand vous voulez construire une maison, la moindre des choses, c'est de maîtriser la topologie de la maison. C'est pour aller vers des ingénieurs qui vont faire de la géotechnique, n'est-ce pas, les sondages des sols pour maîtriser, n'est-ce pas, et toute la résistance du sol et voir si le nombre d'étages, n'est-ce pas, si le sol peut supporter, n'est-ce pas, tout ce que vous mettez sur la maison. Donc, vous avez besoin des normes géotechniques qui existent. Ensuite, l'architecte va venir travailler avec vous pour savoir, en architecture, quelle norme est appropriée. Les matériaux à utiliser sont normés. Les fers à béton,
Vous avez des experts en normalisation qui vont vous conseiller pour dire effectivement, ici il faut un fer de 12, là il faut faire un fer de 8, il faut faire un fer de 6. Il y a l'ouvrage, n'est-ce pas, comment travailler les bétons. Là, toutes les normes existent, mais sauf qu'il faut à ce moment, quand vous voulez travailler, trouver des experts appropriés pour ce travail-là. Alors ça, c'est un cas de construction des maisons. Il en est de même de nos marchés. Oui. Vous vous êtes rendu compte que les incendies, vous avez qui consument des boutiques. Des boutiques, des marchés. Il y a des marchés, l'incendie, on vous dit qu'il y a 200 boutiques brûlées. Vous connaissez les conséquences de cela? Il y a des gens qui ne s'en remettront jamais. Effectivement. Et pourtant, la mise en place d'un management de la sécurité de la santé au travail aurait pu permettre de maîtriser tous les risques et d'atténuer. Regardez, on estime que chaque année, l'absence de la mise en place des mesures de sécurité normalisées fait perdre aux pays en développement, notamment africains, 5% de leur PNB. Imaginez le cas du Cameroun, de ce qu'on a fait en 2019. Ça fait 500 milliards. Et quand vous mettez la Sonara, quand on met Sonara de côté, cette perte-là, vous passez à 1000 milliards finalement en un an. Ça fait 20% du budget. Et d'année en année, le non-respect des normes de sécurité fait perdre énormément à nos pays, notamment les pays en développement. Regardez également le nombre d'immeubles qui s'écroulent. Après les incendies, tous nos marchés, je ne sais pas si un marché pour l'instant a échappé, en tout cas pas beaucoup. Au Cameroun, beaucoup de marchés. Il se trouve que même jusqu'à présent, on construit des marchés assez récents. Parfois avec des couloirs très petits. C'est-à-dire, normalement, il y a des normes à respecter, que ce soit aussi bien pour la canalisation de l'eau, que ce soit pour l'installation électrique, pour être sûr qu'effectivement, on n'aura pas des sinistres ou alors simplement des dommages. Non, tout à fait. Lors des architectes, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le ministère des Travaux publics, il y a des normes qui existent pour la construction. Il faut s'y référer. Il y a des conseils. Nous sommes des conseillers. On est disponible à apporter à ceux qui ont besoin des normes ce qu'il faut, y compris à conseiller à l'implémentation de ces normes-là. Les gens pensent toujours que ça coûte cher. Non, la norme ne coûte pas cher. C'est la non-qualité qui coûte énormément cher. Regardez tous ces immeubles qui s'effondrent. C'est des investissements énormes. Mais c'est perdu, parti en fumée. Au moins une fois par mois, un immeuble tombe. Donc, nous avons tout intérêt à nous mettre, n'est-ce pas, dans cette culture et notamment à implémenter les normes pour pouvoir nous en sortir. Alors, normalisation et qualité, clé de succès de l'entreprise et de la croissance économique. C'est un livre publié aux éditions Afredit, préfacé par Roger Tafak Namfosso, c'est le recteur de l'université de Chang, postfacé par le ministre Gabriel Dododoké. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs notes de lecture, et jusqu'à présent, des notes positives au sujet de l'ouvrage. S'il fallait dire un dernier mot, pourquoi il faut absolument que l'auditeur, potentiel lecteur de demain, ait sous la main ce livre, et vous allez peut-être nous annoncer que la dédicace, c'est bientôt. Alors, la dédicace est prévue pour le 11 novembre 2021, sous la présidence de M. le ministre chargé de l'Industrie, le ministre chargé des normes. Alors, pourquoi n'est-ce pas chacun devrait courir derrière ce document? Je vous ai rappelé, pour tout Camerounais, vous avez des éléments simples, je crois sur 5 pages, comment être compétitif, performant à son poste. Comment le faire? Ce document vous donne la norme, par exemple, de CS. Rapidement, vous vous transformez. Vous devenez plus productif. Mais de façon générale, il faut dire que tous les producteurs, parce que tout Camerounais aspire à faire un peu de commerce, chaque producteur, notamment ceux qui transforment des produits-là, doit faire l'effort, n'est-ce pas, de mettre les produits aux normes de qualité avant de les soumettre sur le marché. Jusqu'à la certification, par exemple, du produit. Ça rapporte énormément. Donc, tous les producteurs ont intérêt à se mettre à la norme. Les entreprises, vous avez intérêt à adopter les systèmes de management de type ISO 9001 ou 45001. Parce que ce management vous rend plus performant, plus qu'avant. Ça, c'est l'expérience que nous avons eue dans les entreprises internationales. Et nous sommes tout à fait disponibles pour accompagner les entreprises, n'est-ce pas, qui veulent faire cet essai-là.
Après les entreprises et les personnes, j'ai rappelé, tous les IPS, les universités ont intérêt à amorcer une démarche d'assurance qualité. Il faut y aller petit pas, mais il faut avancer, n'est-ce pas? Il faut essayer de voir comment ça se passe, quelles sont les normes à utiliser et commencer. Et pas à pas, on va à la fin aboutir. Bien entendu, les pouvoirs publics ont commencé. La norme est une émanation, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, mais il faut continuer. Donc finalement, la norme s'adresse à tout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Martin Yankwa, d'être passé à la radio, d'avoir partagé avec nous au cours d'une 50aine de minutes des éléments très importants sur la normalisation et la qualité. C'est allé vraiment vite. Oui, de toutes les façons, on a dit le 10 novembre, le 11 novembre, justement, les auditeurs pourront échanger directement avec l'auteur en face. Et encore que j'autorise que vous passiez mon numéro pour ceux qui souhaitent. Oui. Vous pourrez toujours passer et puis ils vont... Oui, on servira de point focal de toutes les façons. Voilà, ils vont pouvoir nous contacter. Oui. Et on pourra en parler de long en large. Tout à fait. Messieurs et dames, Le point littéraire, équipe de production, contribution, Annie-Lisette Ambassa, mise en onde, Salmon et Sana, régie vidéo, Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux, coordination centrale, Bertrand Rona, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault.